Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue dans Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Très heureux de vous retrouver cette semaine encore avec une nouvelle invitée. Alors aujourd'hui, au menu de l'art, de la culture, de la formation, de l'entrepreneuriat et bien plus encore, puisque j'ai le plaisir de recevoir Zafira Warti, fondatrice et directrice de l'école Artissimo. Bonjour Zafira. Bonjour. Marhaba bik. Iselmek. Merci. Très heureuse. Très heureux de te recevoir. Tu vas nous raconter toute l'aventure, tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Oui. Voilà. Comme chaque semaine, le portrait de notre invité. On se retrouve juste après. Que vous soyez jeune ou adulte, actif ou retraité, amateur ou professionnel, le temps est toujours à l'apprentissage, à l'éveil des sens, au choix et au changement. Cette phrase de Zafira Warti résume bien l'activité et l'énergie que met notre invité dans son activité de formation depuis près de 20 ans. Avocate de formation, elle fit le choix de lancer à la fin des années 90 Artissimo, une école et véritable espace de rencontre qui continue à grandir et à se diversifier au fil des ans. Alors Zafira, Artissimo est dans la fleur de l'âge, bientôt 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. On sort de la phase de l'adolescence. Oui, on devient adulte. On commence, on y réfléchit. Alors j'aimerais beaucoup que tu nous racontes le jour où est venue l'idée, comment ça a mûri, comment ça s'est goupillé, tout ça. En fait, Artissimo a fêté à la fin du mois de janvier passé ses 19 ans d'existence et ça a commencé à la base sur un constat. Donc à la fin de l'année 1999, en fait, il y avait quand même très peu, la scène culturelle était malheureusement je dirais pas quasi inexistante, mais en tout cas, elle avait été menacée durant un certain nombre d'années, et il y a eu un vide qui a été créé malheureusement du fait des années difficiles que l'Algérie a pu passer. Et donc nous venions comme peut-être une réponse de la manière la plus modeste possible pour redonner un peu du sens d'abord de la vie à la culture, mais à la base, c'était être dans la transmission. De la vie à la vie même, tout simplement. De la vie à la vie, exactement. Et être dans la transmission et l'éducation artistique. J'avais eu la chance, en tout cas les gens de ma génération avaient eu la chance de pratiquer dans les conservatoires, même à titre particulier dans les écoles, on pouvait pratiquer des activités artistiques, donc de la musique, de la danse, de la peinture, etc. Tout dépendait des affinités qu'on pouvait, de la sensibilité qu'on pouvait avoir. Et puis finalement tout ça s'était arrêté. Donc on avait envie de donner une chance, en tout cas une possibilité aux jeunes, donc enfants et adultes, de pouvoir pratiquer une activité artistique. Donc c'est venu très spontanément et puis ça a marché très spontanément parce que au final, sans avoir fait d'études marketing, de faisabilité ou de je ne sais quoi ou d'échantillonnage, de machin, il y a eu une réponse qui s'est faite parce que forcément les Algériens étaient en attente de cette vie cette vie culturelle, quoi. Alors est-ce que tu te rappelles du premier élève ou des premiers parents qui ont tapé à ta porte? Raconte-nous. Oui, alors je me rappelle de son prénom, mais je sais que la première élève, c'est une dame qui s'appelait Soumeya Swami. Ok. Voilà. Elle avait payé, je crois, 1300 dinars, voilà. Je sais pas, un cours de peinture. Je me rappelle très très bien. Et ça a été quoi? Ça a été un moteur pour toi ou Oui, ça a été un moteur parce qu'en fait, donc moi quand j'avais ouvert l'école, j'étais pas seule, j'étais avec ma sœur. Donc moi je suis avocate de formation. J'étais d'ailleurs encore étudiante. Je préparais mon CAPA et ma sœur était architecte et on a eu cette envie ensemble d'ouvrir cet espace et
on a commencé par aller voir d'abord pour rechercher des professeurs, des professeurs aux Beaux-Arts, dans les instituts de musique et de théâtre. Et c'est vrai que certains professeurs, donc ils sont d'ailleurs restés avec nous pendant des années, étaient ravis et en même temps surpris que deux jeunes, j'avais à peine 25 ans à l'époque, décident d'ouvrir une école alors que le secteur était quand même un peu en difficulté. Forcément, d'ailleurs, c'est toujours en général le secteur qui subit le plus de difficultés dès qu'il y a des on moments. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Ouais. Et donc ça a été une réaction très positive des enseignants et des acteurs, plus ou moins de la culturelle, de la scène culturelle. Par contre, on ne savait absolument pas si ça allait avoir, en tout cas, un retentissement. Et donc, on avait fait une petite publicité. Enfin, je me rappelle pas très bien, mais des petites annonces et on a eu des appels. Et je me rappelle très bien de notre première élève. La fameuse Soumeya. La fameuse Soumeya. Alors, tu as abordé deux choses là. J'aimerais que tu reviennes là-dessus. Le fait d'entreprendre en famille ou avec sa sœur et le fait d'entreprendre jeune, à 25 ans. Alors en famille, effectivement, c'était un hasard. Moi, j'étais destinée à ouvrir un cabinet d'avocat. Ma sœur était architecte à l'époque. Elle élevait ses enfants, donc qui étaient en bas âge. Et chacune de nous avait envie d'entreprendre, sauf que on savait pas trop. Et puis en discutant vraiment par hasard, on s'est rendu compte que ce qui nous manquait, parce que quand vous êtes une adolescente ou une enfant et que vos parents vous obligent à pratiquer une activité artistique, soit vous êtes particulièrement doué ou passionné et là ça se passe très bien, mais sinon en général on n'a pas trop envie de le faire. Donc les parents en général ils vous tirent les cheveux, ils vous disent tu vas faire de la musique andalouse, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et donc on râle, sauf que lorsque ça s'arrête, on se rend compte que ça nous manque parce qu'entre-temps on grandit, on se dit mais attends, on ressent un manque dans notre vie. Et finalement, nous l'avions ressenti toutes les deux. Et lors d'une discussion vraiment hasardeuse, on s'est dit, pourquoi ne pas lancer ça. Donc ça a été l'aventure familiale qui malheureusement n'a pas duré parce que ma sœur a dû quitter le pays 3 ans après pour des raisons personnelles. Donc je me suis retrouvée seule à bord. Et par contre, entreprendre jeune, ça c'est vrai. On a en tout cas à mon époque, les jeunes maintenant ils sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus préparés parce qu'il y a beaucoup de programmes d'entrepreneuriat et d'accompagnement. Mais nous, il y avait quasiment rien. Mais par contre, on avait cette spontanéité. J'en suis pas forcément nostalgique, mais c'est un état de fait. Il y avait une spontanéité, une passion, et puis une certaine un rêve. Allez, on a envie d'entreprendre, on se lance. Quels sont il fallait quand même faire au moins un petit business plan, voir à peu près quelle allait être la rentabilité, etc. Mais en fait, c'était très très basique. On a eu aussi, il faut dire les choses telles comme elles sont, une facilité. On avait le local, donc ça nous a permis de commencer, mais avec très peu de moyens, mais avec un local, ce qui était énorme déjà. Et on ne pense pas quand on a 25 ans, si ça va marcher, si ça va on n'y pense pas. C'est ça qui est beau. On y va. Ça c'est beau. C'est bon. C'était magnifique en tout cas à l'époque. Alors tu me tends la perche, la jeunesse algérienne, on y arrive. On découvre, on va pas se le cacher pendant qu'on enregistre cette émission, la jeunesse algérienne est dans la rue à quelques dizaines de mètres d'ici à la place Odin. Elle est belle cette jeunesse, elle a envie d'apprendre, elle a envie de se développer, elle a envie de progresser. Quel regard tu portes sur la jeunesse algérienne, toi ? En fait, ce qui est intéressant quand on gère un établissement, une école, d'abord on est avec les enfants et puis on faisait donc aussi de la formation donc destinée à cette jeunesse et donc déjà on grandit pas. Donc moi je considère que je fais partie encore de la jeunesse algérienne. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Mais j'ai quand même une petite distance, une toute petite longueur d'avance et d'abord forcément, je vous dirais qu'elle est très belle. Elle a été pendant longtemps. Moi, j'étais quand même curieuse pendant longtemps parce qu'elle est assez introvertie. Les élèves que nous avons eus, donc qui ont fait des formations dans le domaine du graphisme, et d'ailleurs peut-être qu'on pourra en parler avec ce qui se passe en décoration, etc. Ils sont assez introvertis dans le sens où ils ne sont pas dans la parole. Ils sont pas
pas forcément dans les débats, dans les discussions. Par contre, ils vont exprimer cette créativité et puis ce feu qu'il y a en eux d'une autre manière, donc à travers une expression parfois plastique, ou à travers la musique, ou à travers en l'occurrence, moi j'étais plutôt dans ce qui était artistique. Donc ils vont plus utiliser les médiums que la parole pour certains. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était assez introvertie, mais j'ai toujours ressenti cette ébullition qu'il y avait en eux, et aujourd'hui, c'est l'éclatement, et c'est beau. C'est beau. Et la créativité, alors là, on se régale pendant ces manifestations. On se régale, c'est véritablement. De l'humour, de l'autodérision, de l'imagination. De toute façon, cet humour, on parlera plus tard des pupitres, mais nous, on est en train d'aborder justement des sujets de discussion et des conférences qui sont liés à notre identité algérienne, et cet humour en fait est une des notions. C'est un pilier. Voilà, cet humour qui peut être à la fois cynique, de second degré, qui peut être en même temps très naïf parfois. Le second degré, on l'a laissé mais, bien. Oui, c'est vrai. Il faut suivre quand même, il faut avoir les neurones bien musclés. Et toi, comment tu vis cette période d'ailleurs? Tu es installé près de la place Odin, donc tu es vraiment on est au cœur de l'événement. Voilà, moi je suis très heureuse. J'ai toujours adoré la ville. Je suis très urbaine. J'ai toujours grandi en ville. Ouais. J'aime pas forcément les hauteurs d'Alger. On peut en dire ce qu'on veut, mais j'aime ce côté réaliste de la ville, et je suis très heureuse. J'ai toujours été heureuse de travailler en ville, mais alors là, en ce moment, on se régale parce que on a l'impression d'être le poumon en fait de ce qui se passe dans notre pays. Forcément, il y a beaucoup d'enthousiasme parce que il y a une explosion véritablement, et une affirmation. Ça c'est important, une affirmation de cette jeunesse, et donc il se positionne dans son temps. Et elle exprime de manière claire que son temps est venu de compter dans cette société. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, et alors bien sûr, on ne voit que des belles choses en ce moment. C'est le respect, la solidarité, la bienveillance, donc que ce soit donc durant les marches ou même ces rassemblements parfois se font vraiment dans un enthousiasme qu'on avait presque oublié. Ouais. En fait, et ça c'est beau à voir. Après, ayant cette petite longueur d'avance, bien que je fasse partie de la jeunesse, n'oubliez pas. Toujours, rappelons-le. Je reste parfois j'ai un peu le cœur serré parce que j'ai très 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 peur que ça puisse être récupéré ou qu'il puisse y avoir de la violence, et ça serait la pire des choses qui puisse nous arriver. Je ne pense pas. Je veux rester positif. Les gens sont matures. On a confiance en nous-mêmes, et c'est très très bien. C'était bon c'est bon de le savoir, et il faut y croire. Voilà. Mais j'espère que ce mouvement va continuer et va rester dans cette jovialité. Voilà. Et tu portes les couleurs. C'est fait exprès de l'Algérie ou ce matin, toi. on va laisser le mystère autour de ça. Voilà. Pardon. L'art ton histoire avec l'art, c'est quelque chose qui remonte à longtemps. Ça a fait partie de toi, et ça a été une identité forte d'Artissimo dans un premier temps. Et à un moment, c'est fait un basculement, ou plutôt un enrichissement. Comment ça s'est fait? Comment tu as construit ça, ce parcours de l'école? En fait, vous savez, une entreprise, c'est très semblable à un parcours de vie, en fait. Donc les choses évoluent, et on est obligé, parfois on fait des choix, bon ou mauvais, ou parfois on est obligé de s'orienter, ou de prendre certaines directions parce que les besoins ont changé, les demandes sont différentes, les attentes aussi, le marché évolue, et donc ça nous oblige forcément ça nous oblige, et c'est très bien, hein, parce que quand on fait du surplace, forcément
on recule. Hein, il faut prendre des risques quand on est entrepreneur, et donc et aussi être à l'écoute de ce qui se passe et de ce à quoi les attentes s'orientent. Donc tout ça a fait que ce qui a été au début une école d'éducation artistique, donc à travers les différents ateliers d'art destinés à des enfants et des adultes, a évolué en donc là c'était peinture, musique, théâtre, exactement, danse, musique, donc des différents instruments, arts plastiques, enfin voilà. Rapidement est devenu un établissement, enfin en plus c'est additionné à ça l'établissement de formation professionnelle, parce que vous aviez justement des jeunes qui venaient, qui s'inscrivaient tout, mais ils disaient mais moi je veux avoir un diplôme parce que je veux travailler, etc. Donc il a fallu qu'on se réinvente en se disant bon ben on va proposer la formation. Donc on a pu obtenir dans notre agrément de la formation professionnelle, et du coup ça s'est un peu transformé en centre de formation dans le domaine du graphisme. On a toujours voulu rester dans le domaine de la créativité, forcément. Après il y avait des contraintes forcément de cahier des charges parce qu'il fallait faire des formations qui soient à but d'insertion professionnelle, etc. Donc on a fait de la formation dans le domaine du graphisme, de la décoration d'intérieur, de la photographie, voilà. Après il y avait différents types de formations. Là aussi c'est le marché vous aviez les formations plus ou moins longues, donc qui étaient diplômantes. Il y avait aussi des formations en cours du soir, des formations un peu plus courtes parce que vous avez une jeunesse aujourd'hui qui n'a pas forcément le temps. Alors parler de cette jeunesse, ils n'ont pas le temps. Ça c'est un peu un côté positif, mais aussi négatif, parce qu'à un moment on peut pas aller plus vite que la musique aussi. Et mais on a dû adapter des offres de formation par rapport à cette contrainte de temps. Donc là, ça a été la formation. Une caractéristique, qui n'est pas propre à l'Algérie, mais oui, c'est vrai, c'est assez global. Les millénials sont pas beaucoup de patience, ont besoin de tout de suite, effectivement. Bien sûr, mais il faut être très attentif parce que on peut pas aussi, on n'est pas des magiciens. Quand on fait de la formation, vous pouvez pas, ça peut pas être. D'ailleurs, j'avais des profs qui me disaient, mais ce ne sont pas des recettes de cuisine. Il y a certaines formations sur lesquelles il y a quand même un parcours académique qui est important. Il y a des notions théoriques qui doivent être acquises. Sinon autant faire prendre des tutoriels sur YouTube, quoi. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc ça a été, on va dire, la deuxième phase. Et autour de ça, on commençait à graviter du fait, je pense, peut-être d'une certaine âme d'Artissimo et d'une identité qui avait commencé à se construire, qui s'est construite au fur et à mesure des années. Mais notre espace aussi est assez, on va dire, propice à certains événements. Donc on a été sollicité très gentiment par des artistes qui voulaient exposer, qui voulaient faire des performances musicales ou bien théâtrales, etc. Et au fur et à mesure, donc ça s'est fait au gré de certaines sollicitations, notre espace est devenu un lieu événementiel, de rencontres, donc des conférences qui sont liées justement au domaine de la culture, comme je vous ai dit, des expositions, des performances musicales, des conférences débats, etc. Donc ça s'est fait au fur et à mesure, sans que ce soit véritablement structuré au début, vraiment au gré des rencontres, de manière naturelle. Mais au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose qui a fait partie de plus ou moins de notre programmation. En tout cas, on l'a intégré dans notre, on va dire, notre pack dans notre programme, en tout cas. Voilà. Ta vie d'entrepreneur, Zafira, ton quotidien. Brièvement, est-ce que tu peux nous dire une semaine type? Alors, ça dépend des phases. Il y a eu les phases, la phase où, quand on a des enfants en bas âge, où la semaine type, c'est la circulation, c'est on court, on a le biberon, on a la circulation, on emmène à la crèche, on emmène le machin, etc. Enfin voilà, donc ça c'est un peu compliqué parce que être un entrepreneur, vous n'avez pas d'horaire, forcément. On peut pas se dire j'aimerais. Ça fait 19 ans à peu près. Peut-être on va dire que ça fait 10 ans que je me promets de prendre 2 jours de week-end et que je me promets de m'arrêter à 18h et que voilà, et ça je le fais, je crois toujours. J'ai l'espoir d'y arriver un jour. Voilà, mais en tout cas, je n'y suis jamais vraiment arrivée parce que vous êtes obligé d'abord, parfois il y a des contraintes, parfois il y a des problèmes, ce n'est pas nous
notre activité, elle fait souvent rêver. Vous travaillez dans le monde de l'art, c'est super et tout. Sauf que c'est une entreprise, donc on a les contraintes des chefs d'entreprise. Bon, parfois c'est même plus compliqué parce que le marché n'est pas si demandeur que ça. Donc il y a ces contraintes-là. Donc je vous ai dit, quand les enfants étaient en bas âge, c'était des journées qui étaient interminables, forcément. Maintenant qu'ils ont un peu grandi, la journée type, bon, moi je suis une matinale, donc je commence assez tôt. Ça peut être le travail, ça peut être une préparation de ce que je dois faire, ça peut être des mails que j'envoie, des lectures que je fais, et puis ensuite on enchaîne. On n'a pas mais aujourd'hui notre équipe est assez réduite et c'est très bien. En tout cas, ce format nous va, ce qui n'a pas été le cas pendant un certain nombre d'années. Mais voilà, on est que ce soit sur les offres, sur les préparations de contenu, sur l'organisation de rencontres. Ce sont des journées assez pleines, effectivement, des semaines assez pleines. Est-ce que c'est plus compliqué pour une femme d'entreprendre ? Alors, sur un plan administratif, très honnêtement, non. Je n'ai jamais eu, en tout cas, plus de complications qu'un homme. Il n'y a pas de facilitation, ça c'est clair. Par contre, il n'y a pas de plus de complications. Ça reste, que ce soit vis-à-vis de l'administration, de la banque, de tout type d'institution, que vous soyez un homme ou une femme, je n'ai jamais, en tout cas, ressenti cette différence. Et puis, comme étant chef d'entreprise, je ne suis pas soumise à une hiérarchie ou un truc comme ça, donc jamais eu de pression particulière, si vous voulez, du fait d'être une femme. Par contre, ce qui peut être compliqué quand on est une femme entrepreneur, je pars pas forcément de moi parce que j'ai été quand même assez privilégiée parce que j'ai eu beaucoup d'aide autour de moi, mais c'est justement ces facilitations. Les enfants en bas âge, la crèche, où est-ce qu'on les met, on va à droite, on va à gauche quand ils sont malades, quand ils sont vous n'avez pas forcément de structures qui sont à proximité, en tout cas qui correspondent à vos attentes. Et donc ça, c'est plus la vie familiale qui est un peu difficile par moment parce que on prend pas ça en conscience. Forcément, ça s'organise. Il y a une solidarité familiale, il y a les amis, il y a la famille surtout essentiellement, et ça s'organise. Donc bon, là où on peut trouver des contraintes par rapport en tant que femme entrepreneur, c'est que parfois les femmes ont cette barrière. Elles vont être salariées, mais elles ne vont pas forcément elles n'ont pas forcément les facilitations qui leur permettent de franchir le pas pour se lancer en tant qu'entrepreneur. De prendre le risque. Voilà, exactement. Oui. Je dis pas qu'elles ont peur de prendre le risque, mais disons qu'il n'y a pas de facilitation naturelle qui leur permettent. Il y a peut-être parfois un problème de confiance en soi, il y a du fait dans les familles, il y a quand même une pression sur les femmes, etc. Et donc une timidité qui les empêche de se lancer à leur propre compte. Donc c'est quelque chose que j'ai pu observer. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui accompagnent les femmes. Oui, de plus en plus, oui. Le temps file, sans transition, les pupitres d'Artissimo. Ça veut. On va te garder une petite heure encore. Les pupitres d'Artissimo. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qui a été fait ? Raconte-nous. Alors en fait, comme je te l'ai dit, au fur et à mesure de l'évolution d'Artissimo, nous avions commencé à organiser des conférences, et puis avec le temps, on a structuré ça et on a donné un nom à ces conférences qui sont devenues des cycles de conférences, et donc on a appelé les pupitres d'Artissimo. Et donc ça fonctionne par cycle, à peu près en moyenne 5 conférences sur un cycle. Et donc l'année dernière, nous avions, à titre d'exemple, ça a commencé à 3 ans. Mais l'année dernière, la thématique, c'était sur Alger. Aujourd'hui, Artissimo a pour vocation, enfin on l'a toujours eu, mais c'est mieux peut-être exprimé, en tout cas de manière plus claire aujourd'hui, c'est qu'on est conscient on souhaiterait contribuer à cette prise de conscience de la richesse de notre patrimoine, de la richesse de notre culture, de notre histoire, de notre pays, de notre ville. Je trouve que nous, Algériens, et je me mets vraiment ce groupe-là, on est toujours un peu dans l'autoflagellation. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, que ça machin, que chez nous ça fonctionne pas. Or,
D'accord, ça on le sait, mais il y a aussi des choses qui sont très bonnes et c'est bien d'en parler. Et donc l'année dernière, nous avions lancé une série qui s'appelait Alger, histoire de lieu, histoire de vie. Et donc on a parlé de la vie d'Alger à travers son patrimoine historique, ses constructions, même sur des notions philosophiques, sur des lieux, et ça nous a permis de découvrir Alger autrement. Cette année, le hasard des choses a fait que la thématique sur laquelle nous travaillons, alors vraiment, on travaille sur l'algérianité. Donc le pupitre de cette année, donc on est en train de préparer. Donc c'est être algérien aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Et donc il y a différents sujets qui vont être abordés prochainement. En tout cas, on a eu un bel exemple hier sur un direct d'une chaîne de télé arabophone où un monsieur s'est exprimé et la femme, la journaliste lui dit Blarbiya. Oui, j'ai vu. Il a dit Jazair. Oui. Ah oui, je l'ai vu. Darja, et j'ai trouvé. Et d'ailleurs, il y aura justement dans les pupitres sur être algérien cette notion de langue. Effectivement, et qui est caractéristique on est véritablement dans l'actualité. Oui. Puisque tu es avec nous, on s'est dit qu'on aborderait un peu le monde de l'art et de la culture et plus précisément l'industrie ou l'économie qui peut se construire autour de l'art et de la culture. Alors d'abord, est-ce que l'industrie de l'art et de la culture existe en Algérie? Alors moi, c'est une question. C'est une on va essayer d'aller vite sur cette question. Sur laquelle je travaille depuis quelques années, et on est en train de lancer un projet dans ce sens. Alors pour répondre rapidement, de mon point de vue, on n'est pas au stade de ce que l'on peut appeler les industries créatives ou les industries culturelles. Il y a bien entendu des entreprises qui existent, il y a des initiatives qui existent, mais parler d'industrie aujourd'hui c'est prématuré. Et bon, bien entendu, je ne vais pas vous convaincre. Enfin, j'imagine que vous devez savoir que l'économie culturelle participe à un développement économique dans beaucoup de pays. Forcément, bien entendu, tous les pays occidentaux et donc développés ont compris que l'économie culturelle ou créative, véritablement, est d'abord une source de développement économique, mais d'enrichissement de la société. Elle est impactante sur la société, donc elle est utile. Ça crée des emplois, ça crée de la richesse, ça crée aussi de la tolérance, ça crée de l'ouverture d'esprit, et puis c'est très lié. Enfin, les secteurs sont énormes. Quand on parle d'industrie culturelle, vous imaginez tous les secteurs sur lesquels on peut intervenir. L'édition, la mode, le design, la musique, le multimédia. Enfin, ce sont des dizaines et des dizaines, l'artisanat. Et tout ça, non seulement ça participe à l'enrichissement de l'identité d'un pays, forcément, parce que chaque pays a ses spécificités, mais aussi ça participe au développement économique. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore saisi cette notion-là. Il y a parfois des initiatives, des volontés, des balbutiements comme ça, mais la prise de conscience n'y est pas encore. Au niveau d'Artissimo, on tente là depuis quelque temps de lancer en tout cas un projet pour réunir les acteurs qui sont dans les secteurs de la culture, dans les secteurs de la créativité. Je dirais pas d'industrie parce que je vous ai dit c'est prématuré, mais il y a quand même des gens qui travaillent. Pour, en tout cas, nous notre projet c'est de les réunir. On a déjà commencé pour essayer de parler des spécificités de chaque domaine et voir comment faire et des besoins pour que Qu'est-ce qu'on doit faire demain? Justement. Ouais. Alors, on peut pas, c'est pas une réponse, qu'est-ce qu'on doit faire Bien demain. sûr. Non. Il faut d'abord forcément qu'il y ait une politique. Ouais. Il faut une politique qui aille dans ce sens. Mais ensuite, les choses, elles doivent se construire avec les gens qui sont sur le terrain, de mon point de vue. Et donc, pour moi, l'idée de réunir par secteur d'activité, par exemple, les problèmes que peuvent vivre les designers d'espace ou par exemple, les gens qui travaillent dans la mode, le textile, c'est quand même un monde, c'est énorme. Et en termes de développement économique, il y a, le marché est immense. Et en Algérie, d'autant plus. On souhaiterait en tout cas contribuer pour essayer de voir avec les acteurs, qu'ils soient artistes, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient créatifs ou qu'ils soient facilitateurs, comment faire, à quel moment déjà de la chaîne il y a blocage, parce que parfois il y a des initiatives mais ça bloque, et comment faire pour qu'on puisse faire évoluer ces secteurs. Ça fait partie en tout cas des missions qu'Artissimo souhaite, dans lesquelles Artissimo souhaiterait s'impliquer. Avant de te laisser partir, un mot peut-être sur le rôle des mécènes.
Tu me racontais une anecdote très intéressante tout à l'heure hors antenne. Je vais peut-être te laisser la raconter et puis et en tirer des conséquences sur le besoin en mécène aujourd'hui dans l'art et dans la culture algérienne. Oui, alors en fait, on parlait tout à l'heure des pupitres d'Artissimo. Nous sommes très conscients que la culture, elle doit être ouverte à tous. Et donc, forcément, il faut qu'elle puisse se démocratiser. Mais malgré tout, elle coûte de l'argent. Donc, ce type de projet, on peut les mettre en place que grâce à des mécènes, donc qu'elles soient institutionnelles ou bien qu'ils soient institutionnels ou bien ça peut être des entreprises ou des particuliers, et c'est ce qui nous a permis jusqu'ici de réaliser, de monter ces projets si on veut qu'ils soient de qualité. Et la culture du mécénat, ce que je disais, c'est que peut-être que vous le savez peut-être, mais le théâtre romain de Guelma a été construit par une femme mécène. Elle s'appelait Ania Kalina, j'ai oublié le prénom, mais c'est Ania, voilà. Et c'était une femme donc romaine donc de l'époque, qui avait mis tout son argent, qui a été une généreuse donatrice, qui a permis de construire pour les citoyens, donc les gens de la cité, ce théâtre romain qu'il existe toujours aujourd'hui à Guelma. Et donc ça veut dire que cette culture du mécénat, au final, elle a existé dans notre pays, et elle ne date pas d'hier. Ouais. Et donc il y a un travail de communication et de sensibilisation à faire auprès de certains opérateurs économiques et institutionnels pour comprendre que c'est utile pour la société. Voilà, ça nécessite pas d'énormes moyens, mais en tout cas, il faut quand même les mettre, et avec la participation des uns et des autres, ça nous permet de réaliser des projets. Et moi, en tant que chef d'entreprise, malgré ça, sur certains projets purement culturels, l'entreprise seule ne peut pas, a besoin de soutien. Et bon, en tout cas, nous, c'est un appel. S'il y a des personnes à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, ils sont nombreux, d'investir, d'aider, de contribuer au développement de la culture, de l'art, d'autres formes aussi, du sport. Oui, bien sûr. Le sport aussi, mais le sport est plus grand public. La culture peut paraître élitiste, et pourtant, nous, on veut qu'elle soit véritablement accessible à tous. C'est pratiquement un objectif de santé publique. De mon point de vue, totalement. Zafiela, merci beaucoup. C'est moi. Le temps est passé très vite, hein. C'était un plaisir d'échanger avec toi. On te souhaite bon courage pour les prochains défis et pour les prochains pupitres, hein, qu'on viendra et qu'on suivra avec attention. Je te remercie pour l'invitation et merci pour tes encouragements. Je t'en prie. Merci à tous d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Doing DZ. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité, un nouvel entrepreneur. Ciao. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.